On a tous vécu ça, j'imagine. Une super idée, un projet en béton, et puis, au moment de convaincre, ça coince. On argumente, mais l'autre reste froid, sceptique. Mais pourquoi c'est si dur parfois de faire passer un message, même un bon? Ah oui, c'est frustrant. Et si la clé, c'était pas juste l'idée elle-même, mais quelque chose d'invisible qui se joue dès le début. C'est un peu la thèse choc d'Oren Klaff dans Pitch Anything. Pour lui, convaincre, ça tient moins de la logique pure que de la maîtrise de certains mécanismes psychologiques même. Une sorte de bataille de perception, de statut sous la surface? C'est intriguant ça, hein. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est justement de creuser cette approche, d'explorer ensemble ces stratégies clés de Claff tirées de son livre, pour comprendre comment il suggère de construire un argumentaire, un pitch, mais surtout comment jouer avec cette dimension psychologique. Exactement. C'est pas des recettes miracles, hein, mais plutôt une grille de lecture pour comprendre ce qui se trame vraiment quand on essaye de persuader. On va décortiquer les concepts, voir comment ça s'agence et pourquoi ça peut marcher, même si ça paraît parfois contre-intuitif. D'accord. Alors, par où on commence cette exploration? Clef insiste sur un point de départ un peu étonnant. Il faudrait d'abord parler à notre cerveau le plus ancien, le cerveau reptilien, le croc brain comme il l'appelle. Pourquoi ça? Ah, ça c'est vraiment fondamental dans sa méthode. Pour faire simple, on a disons trois couches dans le cerveau. Le néocortex, tout en haut, c'est la raison, le langage, l'analyse complexe. C'est lui qui prépare le pitch. Ok. En dessous, on a le cerveau limbique, pour les émotions, le social. Et tout au fond, le plus vieux, le reptilien. Lui, il est focalisé survie. Danger, bouffe, repro. Il est hyper rapide, instinctif. Oui, d'accord, mais le lien avec une présentation de projet. Le lien, c'est que toute nouvelle info, surtout d'un inconnu, elle passe d'abord par ce filtre reptilien. Avant même que le néocortex analyse la logique, le croc-brain a déjà fait un tri. D'enjeux, nouveau et excitant, ou alors, est-ce que c'est compliqué, abstrait, ennuyeux? Et ça, il ignore. Ou il voit ça comme une menace, parce que ça demande trop d'énergie. C'est fou de penser que notre super cerveau rationnel est gardé par ce videur hyper instinctif. Donc, si ce premier filtre dit non, peu importe la qualité de ce qui suit, c'est ça, c'est bloqué. C'est exactement ça. Si le message est trop long, trop complexe, trop abstrait, le cerveau reptilien décroche. Il bloque l'info, elle monte pas aux étages supérieurs pour analyse. Du coup, l'implication, elle est directe, hein. Un pitch doit être simple, clair, visuel. Montrer la big picture tout de suite et surtout, présenter ça comme nouveau, positif. Sinon, la porte reste close. Simple, clair, nouveau. C'est noté. Mais Clef va plus loin. Il parle des cadres de référence, les frames. C'est quoi un cadre là? Alors, un cadre, c'est la perspective, le prisme à travers lequel on voit une situation sociale. Ça dépend de notre statut perçu, notre pouvoir, nos valeurs, notre vécu. C'est notre lecture implicite de la scène qui domine. C'est quoi l'enjeu? Quelles sont les règles cachées? Et chacun arrive avec son propre cadre. Ok, donc si je suis bien, quand deux personnes interagissent, pour un pitch par exemple, leurs cadres se rencontrent et potentiellement s'affrontent. C'est comme si chacun amenait ses propres règles du jeu et la première manche, c'est d'imposer les siennes. C'est tout à fait ça. Claff appelle ça la collision de cadres, le frame clash. Et selon lui, il n'y a qu'un seul cadre qui peut dominer à un moment donné. Le plus fort absorbe l'autre ou le casse. Et celui qui impose son cadre, il contrôle tout. Qui parle, de quoi, combien de temps, et même le résultat. Donc maîtriser ça, c'est la base pour pouvoir ensuite passer son message. L'exemple du policier qui contrôle la situation face à un conducteur, ça illustre bien. Mais dans un contexte pro, Prenons un cas classique. Le client arrive avec un cadre du prix hyper fort. Combien ça coûte? Il n'y a que ça qui compte. Le vendeur, lui, essaye de placer un cadre de la qualité, de la valeur. Si le cadre du prix bouffe toute la conversation, le vendeur peut bien parler des bénéfices, personne n'écoute. Il doit d'abord réussir à imposer son cadre de valeur comme plus important. Ce contrôle du cadre, c'est la condition numéro un pour persuader. d'accord, je vois l'idée. Faut gagner la bataille du contexte avant celle du contenu. Mais une fois qu'on a ça ou qu'on essaye, comment on garde l'attention? Elle est limitée, on le sait. Klaus parle de désir et de tension. Oui. Et là, on touche aux neurotransmetteurs. Le désir, ici, c'est l'attente d'une récompense. Comprendre un truc neuf, voir une démo qui claque, imaginer un gain, ça libère de la dopamine. C'est le moteur de la motivation, du focus. Clav dit qu'il faut nourrir ça avec de la nouveauté, des trucs surprenants, positifs. Et l'attention,
créer de la tension, ça risque pas de crisper l'autre. C'est pas une tension négative, conflictuelle. C'est plutôt faire sentir qu'il y a un vrai enjeu, une opportunité à saisir ou à laisser passer, que c'est important là ce qui se passe. Ça active la norépinéphrine, un autre neurotransmetteur qui booste la vigilance, la concentration. Et pour créer cette tension maîtrisée, CLAF propose le push-pull. Le push-pull, repousser puis attirer. C'est ça. Exactement. On crée une petite distance, on pousse un peu, push, par exemple en disant je suis pas encore certain que ce soit le bon fit pour vous. Puis, tout de suite, on tire, pull. Mais si on arrivait à s'entendre, franchement, les résultats seraient incroyables. Ce petit va-et-vient crée une micro-incertitude. Ça rend l'opportunité plus précieuse, on a peur de la perdre, et paradoxalement, ça renforce l'attention de l'autre. Ça a l'air délicat, ce push-pull. Faut pas se rater pour pas juste braquer la personne. Ah oui, c'est clair, ça demande du doigté, de l'assurance, mais l'idée derrière, c'est de casser le schéma habituel. Vendeur en demande, client en position de force. D'ailleurs, CLAF identifie plusieurs cadres courants qu'on nous impose souvent pour nous mettre en position de faiblesse. Ah oui, lesquels? Et surtout, comment on les contre, ces cadres? Alors, il y a le cadre de pouvoir, le power frame. L'autre affiche sa supériorité, un peu d'arrogance, pour intimider. La pire réponse, c'est de se soumettre. CLAF conseille des petits actes de défi, calme, presque joueur. S'il snob vos documents, vous les reprenez tranquillement. On verra ça plus tard, au bon moment. Juste refuser de jouer son jeu de dominant. Et le classique, bon, j'ai que 15 minutes, balancé au début. Typique, le cadre temporel, time frame. Pour mettre la pression, faire speeder. La parade suggérée est oser. Répondre avec un sourire, parfait, j'en ai besoin que de 10. Ah, j'aime bien. Ça montre que votre temps aussi est précieux. Ça renverse la pression. C'est vous qui donnez le tempo. Pas mal. Et face à celui qui veut tout de suite décortiquer le moindre détail technique. Ça, c'est le cadre analytique. Analyst frame. Redoutable. Il vous noie dans les détails, pose 1000 questions pointues, vous empêche de donner la vision globale, de créer l'émotion. Ça en liste tout. La réponse, selon CLAF, d'abord répondre très brièvement, de haut niveau, sans se laisser embarquer. Et puis pivoter immédiatement en introduisant un cadre d'intrigue. Intrigue frame. Cadre d'intrigue. C'est-à-dire? Raconter une histoire. C'est ça, une histoire perso, courte, pertinente, captivante, et s'arrêter juste avant la fin, sur un suspense, un cliffhanger. Clove raconte une anecdote d'avion en difficulté. L'avion piquait, tout noir, enfin bon, revenons à nos moutons. L'effet est saisissant, la tension est recaptée, focalisée sur vous, sur l'émotion. L'autre sort de son mode analyse pure, il veut savoir la fin. Ça redonne le contrôle narratif. Interrompre une analyse avec une histoire d'avion qui tombe, faut oser. Mais je vois les faits. Ça court-circuite le froid pour ramener l'humain. Et ça nous amène au statut. Clef insiste là-dessus. Pourquoi c'est si crucial d'établir un statut alpha? Parce qu'on évalue sans arrêt le statut dans nos interactions, même inconsciemment. Il y a un dominant, l'alpha, et des suiveurs, les bêtas. Et argumenter depuis une position bêta, c'est quasi mission impossible. Vos idées sont moins prises au sérieux, on vous perçoit comme demandeur. L'alpha, lui, a une autorité naturelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est souvent situationnel. Le chirurgien est alpha au bloc, mais bêta face à son prof de golf. Et comment on fait pour être perçu alpha dans un pitch? Surtout si l'autre tente de nous mettre en bêta d'entrée, en nous faisant poireauter dans le hall par exemple. Déjà, repérez ces pièges bêta. L'attente, une salle van agencée, les interruptions. Et refuser de subir passivement. Encore une fois, Classeur suggère des petits défis calmes, assurés, souvent avec humour. Ignorer poliment l'attente, aller voir la personne, reprendre ses papiers si l'autre regarde ailleurs. Non, attendez, pas avant que je sois prête. Signaler subtilement qu'on ne se laisse pas faire. Une fois ce statut un peu affirmé, vite orienter vers son domaine d'expertise, là où on est crédible. Et une astuce plus directe pour bétonner ce statut, poser une question qui force l'autre à se justifier un peu, à reconnaître votre valeur. Genre, dites-moi, pourquoi je devrais choisir de travailler avec votre entreprise en particulier? Le renversement est fort. Ce renversement de perspective, c'est aussi le cœur du pricing, non? Se positionner soi-même comme le prix à gagner. Tout à fait. C'est peut-être un des points les plus déroutants et puissants. La psycho derrière est simple. On désire ce qui est dur à avoir, ce qui a de la valeur. Plutôt que de voir l'argent du client comme le prix que vous voulez gagner, le pricing, c'est l'inverse. C'est vous, votre expertise, votre solution, qui êtes le prix. L'autre doit sentir qu'il a gros à gagner à bosser avec vous et que c'est pas gagné d'avance. Mais concrètement, comment on fait? Ça peut vite sonner arrogant, ce truc. C'est là toute la finesse. Pas arrogant, mais confiant, sélectif.
Ça veut dire éviter tout ce qui sent le besoin, harceler, accepter toutes les demandes sans broncher, chercher l'approbation tout le temps. Alors, ça vous plaît? Au contraire, amener l'autre à se qualifier. La phrase « Je suis assez sélective sur mes partenaires, qu'est-ce qui fait que votre société serait un bon choix pour ce projet ?» en est un exemple. Ça force l'autre à argumenter pour vous. L'exemple de BMW qui demandait un contrat d'entretien pour une série limitée, ça montre bien, l'acheteur devait mériter la voiture. Faire en sorte que l'autre se qualifie pour nous, c'est le monde à l'envers du commerce habituel. Et tout ça, comment ça mène à la décision? Clef parle de conditions chaudes et froides. Ouais. L'idée, c'est que beaucoup de nos décisions importantes sont prises à chaud, intuitivement, émotionnellement. C'est les conditions chaudes. Bien avant que notre cerveau rationnel, les conditions froides, ait fini d'analyser. On sent si un truc est bon ou pas. La logique vient après, pour justifier l'intuition. Donc le but de la méthode, c'est de viser ces conditions chaudes pour obtenir un oui instinctif. Et l'outil pour ça, c'est l'empilement de cadres, le stacking frames. C'est ça. C'est l'art d'enchaîner très vite plusieurs cadres pour créer un élan émotionnel fort. Une séquence type. Commencer par un cadre d'intrigue, histoire, suspense pour l'émotion, enchaîner avec le cadre du prix, le pricing pour le désir, et inverser le besoin, puis paf, un cadre temporel pour l'urgence. L'opportunité est là, maintenant. On démarre lundi. Cette accumulation rapide vise à court-circuiter l'analyse froide et à provoquer une décision chaude. On sent la puissance du truc là, mais Claf alerte aussi sur un piège, paraître dans le besoin, needy. Pourquoi c'est si mauvais? Parce que le besoin visible, la dépendance, c'est perçu par le cerveau reptilien de l'autre comme un signal de faiblesse. Et si vous êtes faible, votre offre est risquée, pas fiable. C'est un warning, réaction quasi de survie. On fuit ce qui est fragile, désespéré. C'est un cercle vicieux. Plus on montre le besoin, plus l'autre s'éloigne. Plus on stresse, plus on montre le besoin. Comment on sort de ça, surtout quand l'enjeu est vraiment gros pour nous? Claf propose une approche en 3 temps, inspirée d'un film The Tao of Steve, pour une attitude anti-besoin. 1. Éliminer ses désirs, en apparence, montrer ou au moins projeter qu'on n'a pas absolument besoin de cet accord. Votre valeur existe sans ça. 2. Démontrer son excellence. Mettre en avant vos compétences, vos succès, objectivement, factuellement, sans frimer. 3. Se retirer stratégiquement. Au moment où l'autre s'attend à la pression finale, faire un petit pas en arrière, une micro-réserve. Après réflexion, je ne suis pas à 100% sûr que ce soit le meilleur match. Le but, l'autre sent la pression et doit vous convaincre lui. Fascinant. Bon, maîtriser ces dynamiques psy, ok, mais comment on casse ça dans les fameuses 20 minutes d'un pitch? Clav donne une structure très précise et courte. Ah oui, la brièveté, c'est clé pour le cerveau reptilien. Clav le martèle. Commencez par rassurer sur la durée. On va faire court, 20 minutes. Il adore rappeler que Watson écrit qu'on présentait la double hélice de l'ADN en 5 minutes. Si l'idée est claire, la méthode maîtrisée, 20 minutes, ça suffit. Et c'est quoi cette structure en 20 minutes? C'est simple, mais chaque étape a son rôle psychologique. 1. Intro, 5 minutes. Présentez-vous, mais pas avec un CV barbant. Mettez en avant 1 ou 2 gros succès qui posent direct votre crédibilité, votre statut alpha. Racontez brièvement l'histoire de ces succès. 2. Pourquoi maintenant? 10 minutes. L'étape clé pour créer l'urgence, l'opportunité. Avant même de parler de votre idée, expliquez pourquoi le contexte éco, social, techno rend maintenant le moment idéal, unique. Dessinez ces forces qui convergent, créez une fenêtre limitée. C'est là qu'on sème la tension et le désir. 3. La grande idée, 2 minutes. Présentez votre solution, ultra concis, avec une formule type, pour telle cible qui n'est pas satisfaite de ce qui existe, mon idée produit un nouveau concept qui apporte solution clé, contrairement à la concurrence. Ça se distingue par élément unique. Simple, direct, bénéfice clair. 4. Évoquez brièvement le budget, sans détail, et donnez un aperçu de la sauce secrète, l'avantage unique. Seulement 2 minutes pour l'idée elle-même. Et les chiffres, la technique, les projections? Ça vient après. Cette structure de 20 minutes, son seul but, c'est l'adhésion émotionnelle et intellectuelle à la vision. Passer le filtre reptilien, poser le cadre, créer le désir. Si ça c'est réussi, l'auditoire sera demandeur des détails. Les donner trop tôt, c'est risquer le cadre analytique et casser l'élan. C'est seulement quand l'intérêt est là que la discussion de fond commence, mais en position de force.
D'accord. Donc si on résume cette plongée assez dense dans Pitch Anything, le message central, c'est que pour persuader, la logique pure ne suffit pas, il faut comprendre et gérer activement la psychologie de l'interaction, parler au cerveau reptilien, imposer son cadre, créer désir et tension, se faire désirer le pricing, avoir un statut alpha, ne pas montrer son besoin, et tout ça dans un format court, percutant. C'est une excellente synthèse. Ce sont des outils, oui, pour décoder et influencer cette dynamique invisible. Ça s'appuie sur des réalités psy et neuro. Bien sûr, faut du discernement pour les appliquer. Claff insiste lui-même, rester authentique en utilisant ces stratégies. D'ailleurs, pour creuser l'art de rendre un message mémorable, la source mentionne POP de Sam Horn. Comment rendre ses idées populaires, originales, percutantes. Et pour nous laisser de quoi réfléchir, au-delà du pitch pro, est-ce que ces histoires de cadre, de statut, de pricing ne jouent pas en permanence dans nos vies? Dans nos relations de tous les jours, même perso, regarder nos interactions sous cet angle, ça pourrait révéler des choses. Qu'est-ce que ça dit sur nous, sur la communication humaine, au fond? Voilà qui termine notre exploration des stratégies de Renclaf. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.